Alors, bienvenue à tous sur cette première émission de la Guilde. Voilà, on va parler de NFT. Alors, évidemment, de NFT, pas la prochaine collection de singes qui va pump, loin de là, puisqu'on va s'intéresser à des cas d'usage concrets, de l'innovation et pourquoi pas des révolutions dans certains secteurs, par exemple le gaming, le luxe. Donc, ça va être très intéressant. Et puis, on a l'honneur d'avoir des super invités. Vous avez eu un petit teasing pour ceux qui sont là depuis le début et que je vais laisser se présenter. Donc, on a voilà, des invités de choc sur le plateau. Et puis, je vais quand même me présenter en une phrase. Donc, je suis le fondateur de cette initiative qui s'appelle la Guilde, donc un groupe, genre de hub communautaire dédié justement à tout ce beau monde du Web3. Voilà, donc, on a différents profils, notamment beaucoup de builders qu'on salue, qui sont présents et qui sont chauds dans le chat. Donc, salut à tous. On va être ensemble pour, je pense, au moins 1 heure et demie, peut-être un petit peu plus, peut-être un peu moins pour certains invités. Et voilà, l'émission est en rodage. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous faire vos feedbacks sur le groupe WhatsApp, par exemple, mais sinon par mail, par LinkedIn, tout ce que vous voulez. Et puis, on se fera une joie d'améliorer l'émission au fur et à mesure. Donc, pour le programme, ce que je vous propose, c'est déjà de présenter nos invités. Alors, je vais les laisser faire. On se donne une règle, c'est entre 3 et 5 minutes par participant pour présenter ses différents projets et ce qu'il fait. Et puis voilà, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, on les traitera pas tous. Je préfère m'excuser et prévenir d'avance, mais on s'en occupera aux certaines, les plus intéressantes. C'est la dictature, c'est nous qui choisissons ce qu'on traite comme question. Je précise une dernière fois, il y aura une rediffusion sur YouTube pour ceux qui sont qui suivront un peu l'image en décalé. Et puis je vous souhaite bon appétit à tous ceux qui nous regardent en mangeant. Écoutez, je prends dans l'ordre. Laurent, je te laisse te présenter. Bienvenue Laurent. Merci. Donc, bonjour, donc moi, Laurent Guilbert, j'ai 49 ans, il faut le dire très très vite, hein. J'ai 49 ans, donc je dois être le plus âgé de la bande, je pense, dans tes invités. Je suis le directeur marketing, en fait, de plusieurs choses. Là, je vois que tu as affiché effectivement donc Métagélant, qui est grosso modo aujourd'hui notre activité principale, mais je gère aussi toute la partie marketing d'une autre plateforme qui s'appelle Collect Online, où nous avons à peu près 11 000 abonnés et qui permet à nos abonnés en fait, de pouvoir gérer et d'inventorier leur collection d'objets ou d'œuvres d'art. Pour donner une petite idée, on a quelque chose comme un peu plus de 400 000 objets sur cette plateforme et ça grossit de jour en jour. Et nous, en fait, on a fait tout simplement cette passerelle vers les métaverses, puisque c'est notre cœur de cible, en ayant acheté il y a quelques années de cela sur un white paper qui s'appelait à l'époque Decentraland quelques pixels. Les deux fondateurs ont acheté pas mal de terrain et dessus on est venu effectivement construire quelques buildings. Alors donc un premier building en fait qui représente le musée Collect Online et qui reprend une bonne partie des collections qui se trouvent sur la plateforme Web 2. Et puis un autre bâtiment, le Metamall, celui que vous voyez sur votre droite, où là on est quasiment sur un bâtiment totalement interactif et qui utilise aujourd'hui donc la nouvelle plateforme Métagélant. Plateforme qui va bientôt être commercialisée pour l'ensemble des gens et qui permettra à tout à chacun, à partir d'un site internet classique de type Web 2, que ce soit un PrestaShop ou tout ce que vous voulez, de pouvoir choisir les médias, les items que vous avez que vous avez envie, que vous avez besoin d'afficher dans le ou les métaverses. Vous choisirez ensuite dans la liste des métaverses qui sont à notre disposition et ceux avec lesquels nous avons établi des partenariats, les endroits où vous avez envie de vous afficher. Vous choisirez si vous voulez une galerie d'exposition, un bureau virtuel, une salle de conférence, un lieu pour faire un incentive. Et par un simple clic, en fait, la passerelle va vous transférer l'intégralité de vos médias et vous construire en fait les salles que vous allez avoir besoin pour mettre en place vos différents événements. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire parce qu'aujourd'hui, je pense que ça n'existe pas nulle part, surtout en mode no-code. Et donc, moi, mon rôle, il est surtout en fait de faire en sorte que cette expérience soit la plus simple possible pour nos utilisateurs. Et toujours dans ce cadre de simplification, entre guillemets, j'organise à partir du 13 avril un énorme événement en fait sur l'île qui s'appelle le Web3 Lille. Donc, vous avez peut-être déjà vu tourner les choses sur les réseaux sociaux. L'idée, en fait, c'est de faire pour la première fois un salon fait par des acteurs du Web3 pour des acteurs du Web3. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire vraiment quelque chose de tout à fait personnalisé pour que chacun puisse s'y retrouver avec grosso modo 70 exposants, 6 belles conférences plénières sur tous les cas du Web3 et à peu près une
une trentaine, on va dire, de workshops privés où les entreprises vont pouvoir aussi pitcher, présenter leurs projets, leurs produits directement au grand public. Parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est d'ouvrir enfin ces technologies-là au grand public. Donc l'accès sera totalement gratuit pour le grand public. Ça nous permettra aussi de rencontrer nos futurs clients, de rencontrer aussi des entreprises qui viennent du Web 2 et qui veulent découvrir ce que c'est que ces nouvelles technologies. Voilà, donc on va vous attendre très nombreux sur l'île et la bière coulera à flot, hein, c'est normal, on est sur l'île. Voilà pour moi. On y sera, c'est top. Et puis effectivement, c'est une super initiative d'avoir enfin un événement de cette qualité, de cette ampleur et qui soit gratuit. On se retrouve C'est ça. effectivement, on en discutait un peu en off tout à l'heure, Laurent. C'est vrai qu'on se retrouve avec des blockchains, des Binance Blockchain Week qui finissent par être gratuits par manque Ah d'intérêt oui. finalement. Et là, c'est gratuit dès le début. Ça évite que certaines personnes payent 700 balles et que d'autres se retrouvent avec des entrées gratuites parce que Je, ça fait un petit je peu viens mal. du marketing, voilà, je viens du marketing, mais quand on passe de 450 euros à zéro, à un moment donné, il faut être C'est sérieux. qu'il y a un problème. Autant dire tout de suite, allez, c'est zéro, et Donc, venez nombreux. on y sera et puis j'espère qu'on vous retrouvera nombreux parmi l'audience pour aller boire une bière, peut-être plus. Ouais, avec Voilà, et plaisir. puis surtout discuter du Web3. Merci Laurent. Je te coupe et on passe à Agathe. Coucou Agathe. Alors, je crois qu'on ne t'entend pas Agathe. Là, c'est bon? Ah, c'est bon, tout va bien. Ah, voilà. Coucou tout le monde. Alors, j'ai vu que ça donnait les âges dans le chat, donc voilà, je vais être honnête. J'ai 29 ans, moi. Voilà, j'approche la trentaine. Et voilà, sinon, je suis consultante dans le Web3 pour gagner ma vie. Donc, j'ai fait pas mal des missions à la fois pour des grosses entreprises en sous-traitance de cabinets de conseil. Donc là, c'était vraiment de la strat, des benchmarks, sur des trucs parfois un peu techniques, ou moins d'ailleurs. Et puis aussi un peu de stratégie commerciale pour des startups. Donc voilà, si vous avez besoin de moi, je suis là. Je suis disponible en ce moment. Après, je suis aussi investisseur depuis plusieurs années. Avant, avec un groupe d'investisseurs, une société de capital risque. On a investi dans une quinzaine de boîtes, dont certaines qui sont rentrées dans le Web3 en fait en cours de route, qui ont pivoté, donc assez cool. Et puis j'ai investi aussi moi en perso comme business angel dans des boîtes, dont 2 que j'accompagne vers le Web3, donc cool aussi. Et voilà. Et là je suis sur un projet, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler puisque nous avons Billy avec nous, puisque je suis en train de lancer un petit MVP dans le ticketing, mais pas du tout avec la même approche que Billy. Donc, je pense que ça sera intéressant de. Voilà, je suis très heureuse d'être parmi vous et de parler de tout ce secteur et des utility NFT. J'ai plein de choses à dire d'ailleurs, parce que tu vas voir. Tout à l'heure, tu as commencé ton introduction avec on va pas parler des photos de profil de singes et tout. Sauf que en fait, moi, voilà, j'en discuterai, mais je vois pas de problème avec ces photos de singes. Je trouve ça très bien. Et je suis pas trop d'accord avec le fait qu'on essaye de séparer l'utilité. Voilà, un NFT, c'est utile tout court. Après, voilà, on verra. Chacun place moralement le curseur sur ce qu'il considère comme utile ou non. Mais pour moi, il y a vraiment une utilité dans le fait d'avoir des assets digitaux et une propriété dans le monde numérique, donc quel que soit l'usage qu'on en fait derrière. Donc voilà. Et puis, je suis créatrice de contenu aussi. Vous pouvez me suivre sur YouTube, Twitter, plus LinkedIn. C'est là où j'ai le plus de personnes qui me suivent. Et là, je suis en train de passer à l'anglais. Donc, appelle-moi si jamais tu fais cette émission en anglais aussi. Je serais ravie de venir. Écoute, mon niveau d'anglais me le permet pas tout de suite, mais on va essayer, hein, pourquoi pas de l'international bientôt. Ça peut se tenter. Je vous ai mis le lien de la chaîne YouTube d'Agathe. Allez vous abonner. Et je te félicite pour les miniatures. J'avais pas vu, mais elles sont ouf. Elles donnent envie de cliquer sur toutes les vidéos. Donc, Ah, GG à c'était toi. un gros travail, ça. C'est du bon travail, c'est bien fait. Et écoute, avec plaisir pour ouvrir le débat. Je pense que je serai quand même de ton côté, tu vois, parce que c'est vrai que les NFT, enfin en fait tout l'aspect assets digitaux, moi qui viens en plus du monde du jeu vidéo, enfin en tout cas qui y suis actuellement, il représente aussi une fonction sociale qui est hyper importante. On en parlera peut-être un petit peu, mais l'aspect skin, par exemple, dans des jeux vidéo ou dans des mondes virtuels dans lesquels les gens passent de plus en plus de temps, évidemment que c'est important et on peut même un peu faire le parallèle avec l'habillement et la mode, où il y a des gens qui vont aller chez Zara et d'autres qui vont aller s'acheter une veste chez Louis Vuitton. Il y a des raisons et c'est pas juste pour se protéger du froid. Et donc ces habits-là,
représentent une fonction sociale, et c'est, je pense, exactement la même chose pour des skins dans le jeu vidéo ou des NFT qui vont être, par exemple, des photos de profil. Ouais, c'est ça. Si on croit à la croissance du digital dans nos vies, dans nos modes de vie et dans nos modes de consommation, le corollaire, c'est que toutes les bêtises qu'on a dans la vraie vie, on les aura aussi dans le monde digital. Donc, en soi, rien n'est fermé. Au contraire, on a des tonnes de possibilités à explorer. Et ce qui peut paraître inutile pour des gens aujourd'hui ne le sera pas, à mon avis, à l'avenir. Et donc, si on est là aujourd'hui, tous, on est plus ou moins, on a des startups, hein, quasiment tous là autour de la table, tous même d'ailleurs. En fait, on ne doit pas s'intéresser, pour moi, à est-ce que c'est utile maintenant, mais plutôt à est-ce que les gens vont s'en saisir, enfin, à l'avenir, quoi. C'est plutôt ça. Eh ben, écoute, top, on est ravis de t'avoir, Agathe, en tout cas. Je te coupe et puis je laisse la parole à Robin. Coucou Robin, bienvenue sur l'émission. Alors, on Hello, ne t'entend pas. salut Ah, Cyprien, merci pour l'invitation. Ouais, petit web en même temps, yep. comme ça vous Écoute, pouvez aller avoir. Voilà. ouais, salut tout le monde. Écoutez, moi je m'appelle Robin Chancé, je suis le CEO et cofondateur d'une boîte qui s'appelle Billy. Et comme l'a dit Agathe juste avant, chez Billy, nous on développe des solutions de billetterie et de CRM Web3, CRM pour Customer Relationship Management. L'idée étant de tokeniser en fait chaque billet de concert, pour un concert musical, un événement sportif, une galerie, un event crypto Web3. Donc tous nos billets d'événements sont émis sous la forme d'un NFT. Il y a trois principales raisons ou trois principaux piliers chez Billy. Pilier, c'est autour de la sécurité. On empêche les gens de revendre les billets plus chers potentiellement avec les smart contracts. On permet d'encadrer la revente. Chaque NFT étant unique, on ne peut plus, comme quand on reçoit un PDF par mail, revendre ce billet plus cher ou le dupliquer, revendre plusieurs fois. Ce qui s'est passé au Stade de France il y a 6 mois où 3000 personnes avaient acheté des billets papier. Ces problématiques disparaissent avec le billet NFT. Deuxième pilier, c'est un pilier autour de la créativité, parce qu'on va vraiment réinventer chaque l'asset visuel. Nous, on regrette qu'il y a 10-15 ans, les gens collectionnaient leurs billets de concert en souvenir. Le billet France-Brésil 98, je pense qu'il y a une valeur émotionnelle dingue et même une valeur financière aujourd'hui. Donc, nous, on veut retrouver un peu ce plaisir de la collection de billets. Donc, on a une espèce de galerie chez Billy, un peu comme un profil Insta où tu vas voir tous les visuels de tous les événements auxquels tu as participé. Donc, on fait de la 3D, on fait des billets qui sont des sons, qui sont sonores. Donc, on réinvente vraiment ça. C'est un espace de branding et de créativité pour les marques et nos partenaires. Et le troisième pilier de Billy, donc c'est un pilier autour de l'expérience et de l'engagement. On essaie de gamifier un peu les choses. On a un concept qu'on appelle le Billy Wonka, qui est gamifier les ventes en cachant des tickets d'or avec les niveaux de rareté qui sont associés au niveau de rareté de ton NFT. Nos NFT sont évolutifs. Potentiellement, quand on scanne, il évolue. Donc, il y a plein d'activations avant l'événement et même après l'événement. On permet de partager du contenu exclusif qu'on peut lier à son billet. Ça va être regarder une after movie, écouter l'album avant qu'il soit sorti pour un artiste, bénéficier de whitelist. Donc, il y a un ensemble d'utilités qu'on permet de lier au billet. L'idée étant d'aider nos partenaires, marques, artistes, organisateurs à venir engager leur commu au-delà de leur événement. Donc, c'est ça, Billy, c'est une billetterie, on va dire, vertueuse, créative et portée sur l'engagement. Et du coup, Agathe, tu as vachement éveillé ma curiosité. J'ai hâte que tu me racontes tout ça sur ton projet de ticketing. Les mises en relation se font en direct, c'est super. Merci Robin en tout cas pour cette présentation. Vous avez un challenge ou une actualité à partager? Écoute, on a 2 pays qu'on va ouvrir là avec Billy. On va faire un événement au Portugal, des événements en Belgique et au Luxembourg, donc 3 pays dans les mois qui viennent. Et on a 2 nouveaux services qui ouvrent. Donc on a découpé notre offre en 3 services. L'offre Billy Live qui est tout ce qui est ticketing, l'offre Billy Engage qui est tout ce qui est engagement, et l'offre Billy Studio qui est développement de pages en marque blanche pour nos plus grands clients qui aient une expérience à leur image. Et voilà, les 2 offres sortent dans les semaines qui viennent, et notre back-office sort également d'ici 3 semaines pour être self-service chez Billy.
Bon, ben, je vous souhaite beaucoup de courage dans tout ça. Et puis, effectivement, Billy et le ticketing, on aura l'occasion d'en reparler. Je pense que c'est vraiment un cas d'usage. Voilà, ta petite présentation aussi illustre très bien ça. Comment le NFT peut être au service à la fois de la sécurité, mais aussi de l'expérience. Voilà, d'offrir quelque chose de supplémentaire. Et je trouve ce que vous faites vraiment top là-dessus. Donc, bienvenue sur l'émission, Robin. Et puis, on a Sébastien qui vient Merci. d'arriver. Donc, salut à toi, Sébastien. Alors, on ne t'entend pas encore. On fait un petit peu dans l'ordre sur les présentations et je vais passer à François de chez elle. Du coup, on aura encore deux petites personnes qui passent avant toi sur les présentations et puis après, on aura l'occasion d'échanger tous ensemble sur des sujets. En tout cas, bienvenue à toi, Sébastien, et on fera un petit test son juste après. Je passe à François. François, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, merci beaucoup Cyprien pour l'organisation. C'est super et ravi d'être ici. Donc moi, alors pour rebondir sur ce que disait Laurent côté âge, je suis pas très loin, j'ai 48, mais peu importe. Donc moi, je suis dans l'informatique depuis pas mal de temps. J'ai co-créé la société Thallium il y a 10 ans et on est spécialiste notamment des projets qui utilisent la blockchain. Alors comment ça se traduit? C'est nous, notre métier à nous, on est des ingénieurs et il y a des besoins en face, notamment côté tokenisation. Notre métier à nous, c'est permettre d'avoir la solution qui répond le mieux aux besoins. Alors, concrètement, la blockchain, nous, on en fait depuis 2015. Donc, on fait pratiquement que ça depuis 2016. Et rapidement, en fait, on s'est orienté côté projet de tokenisation parce qu'on a vu qu'il y avait effectivement des choses à apporter pour aider tout un tas de secteurs. Notamment, on est très actif dans le secteur de la finance, c'est-à-dire les entreprises qui recherchent des moyens de lever des fonds. Et ça peut être par des NFT, ça peut être par des actions d'entreprises qui ont été digitalisées sur la blockchain sous forme de tokens, ça peut être des obligations, ça peut être des parts de fonds, ça peut être des contrats de cession de revenus futurs. Le contrat de cession de revenus futurs, le partage de revenus tokenisé, on en fait énormément actuellement, ça a énormément le vent en poupe, ça permet aux entreprises de lever des fonds sans se diluer et ça a tout un tas d'autres avantages. Ok, donc nous en fait on a commencé à développer une plateforme de tokenisation qui s'appelle Thallium Assets en 2018. Donc ça commence à dater. C'est une plateforme qui justement traite des projets dont je parlais. Alors c'est sur thallium-assets.com. Je ne sais pas sur quel site on est là, doit être sur thallium.com, peu importe. Justement, on a des projets où on fait également beaucoup d'ICO, en l'occurrence. C'est très intéressant parce que on rencontre d'autres problématiques, les problématiques de gestion de parrainage, les problématiques où il y a des milliers d'investisseurs, il faut réussir à encaisser ça, il faut gérer automatiquement les réconciliations de paiement, etc. Donc voilà, nous on a développé une plateforme qui est une machine à un petit peu à tout faire côté projet de tokenisation et différents projets, y compris des projets de NFT, je vais y revenir, qui est utilisé dans plus de 10 pays, en l'occurrence, sur des projets très différents les uns des autres. La France a un peu tardé, parce que probablement tout le monde sait que la France a un peu tardé sur beaucoup de choses côté Web3. C'est en train de radicalement changer, en tout cas nous concernant, et notamment il y a beaucoup de projets qui se passent dans la tokenisation du monde immobilier. Alors côté NFT, on a réalisé des projets et on réalise des projets où le NFT peut être utilisé pour la gestion de membership, pour des concepts marketing, pour bénéficier de droits particuliers. Par exemple, pouvoir avoir des discounts particuliers et que ce soit un droit qui puisse être transférable. Ou encore, et là c'est plus récent et c'est pas mal intéressant, il y a aussi des choses qu'on fait côté immobilier où c'est pas du titre financier, ça permet de faire des choses qui ressemblent et qui permettent également de faire des levées de fonds, mais avec des propriétés uniques de chaque jeton qui ont des propriétés intéressantes. Chaque jeton a des propriétés différentes qui peuvent être intéressantes. Voilà, super. Donc pour côté marketing, moi c'est un sujet qui m'intéresse vachement, donc j'essaierai qu'on en parle un petit peu aussi aujourd'hui. C'est vrai que ça offre des très belles possibilités et moi qui viens de ce monde-là, je vois tout de suite plein de choses qui sont possibles, voire même des choses qui sont déjà réalisées. Et puis François, c'est un honneur de t'avoir avec nous. Tu seras un peu aussi notre caution, je pense, technique.
tu es peut-être le profil le plus technique qu'on a sur le plateau, ou pas, hein, peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est top de t'avoir avec nous. Et je me demande si j'ai pas eu une redirection sur ton site, ou alors c'était soit le tien ou soit celui de Billy, donc il y a peut-être un petit point d'attention à voir. J'essaierai de vérifier, je remonterai l'erreur, mais je crois là en live avoir vu une petite redirection. Mais là tu es d'erreur. bien sur le site. T'es bien sur le site Thallium Assets. Ouais, mais Juste pour clore. Ouais, tu vois, bon, je me permets, hein, mais il y a sur le lien le logo, tu as une redirection aléatoire, donc je me demande si vous n'avez pas eu une petite attaque qui est en cours ou quoi. Donc, point d'attention là-dessus. Je me permets de faire l'audit en live, mais bon. Ok, bon, bah écoute, ravi de t'avoir avec nous, François, et je passe la main à Dimitri juste avant de passer à Sébastien. Coucou Dimitri. Hello, est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends nickel. Et puis je dis aussi un petit message à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc là, on est sur la présentation des projets. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Et puis on est ravis de vous avoir avec nous pour cette première émission. On va passer un bon moment. Donc bienvenue à tous. Et Dimitri, je te laisse la parole. Ok, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je m'appelle Dimitri et vu qu'a priori on est obligé de donner ton âge, je viens de passer du côté obscur puisque j'ai 30 ans depuis quelques jours. Voilà, j'ai du coup 2 activités. La première, qui est mon activité principale, s'appelle Vega Management. C'est une agence que je définis comme une agence de conseil, gestion, production. Pour faire simple, c'est une agence qui fait du sur-mesure et du haut de gamme, et qui vient accompagner du coup des personnalités issues de différents domaines, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau, etc., et des entreprises dans la gestion de leur réseau et de leur communication, on va dire, sur Internet. Et par rapport à cette boîte-là, même si elle n'a pas de spectre purement crypto, on a pas mal et de plus en plus de clients crypto. Pour donner un nom que je pense ici tout le monde connaîtra très bien, un de nos clients les plus importants est ONAK, qu'on accompagne depuis 2017. Voilà pour cette On première veut activité. absolument avoir Ouais. pour une prochaine émission, donc je compte sur toi pour faire la mise en relation. Je profite que tu sois en live pour te piéger et Ok. essayer de négocier ça, mais bon, ce sera un honneur de voir. On verra ça. En tout cas, le message sera passé, tu peux en être sûr. Voilà, et du coup, l'autre activité, ma deuxième activité qui va plus nous intéresser aujourd'hui, c'est France Crypto, qui à la base était, on va dire, simplement un compte Twitter que j'ai lancé. J'ai commencé à réfléchir un petit peu à tout ça en 2017 et ça s'est caractérisé de manière opérationnelle en 2018, en janvier 2018. C'est resté pendant très longtemps, même pas un projet, mais encore très loin d'une entreprise pendant très longtemps, sauf que bah, ça a pris une ampleur assez conséquente d'année en année, parce que bah, j'ai toujours fait ça avec assiduité. Et ça a commencé à se professionnaliser, on va dire, l'année passée. Enfin, il y a déjà eu un step en 2021, puis un step encore plus important au cours de l'année 2022, et notamment le recrutement d'une équipe fin 2022 pour ben, vraiment essayer d'exploiter ce potentiel-là, parce que bah, aujourd'hui, France Crypto, c'est quasiment pas loin de 150 000 abonnés. C'est alors que, ben, comme vous le savez tous ici, le marché est pas très favorable. On est quand même sur des stats de tête, on est entre 2 et 5 millions d'impressions par mois. Donc en bull run, c'est encore beaucoup plus de millions d'impressions. Et donc voilà, là, depuis quelques mois, il y a une équipe sur le coup et on est en train de passer d'un compte Twitter qui avait quand même déjà un impact important à un véritable média avec pas mal de choses qui devraient arriver dans les semaines et mois prochains. Voilà. Ok, médias, je crois qu'on peut le dire, Dimitri, top 3 sur les médias français crypto. Si on se base sur Twitter, oui. Ok. En termes de médias, c'est-à-dire si on enlève la partie justement influenceurs personnifiés comme Owen, Bien sûr. comme d'autres, si on est vraiment sur le média, aujourd'hui on est le troisième effectivement. Ok. Bon, bah, bravo pour tout Voilà. ça. Et surtout, n'hésitez pas, bah, je vous ai mis déjà, allez vous abonner, je vous ai mis le lien de la chaîne, enfin de la chaîne, du profil Twitter plutôt, dans les petits messages. Donc allez vous abonner, c'est vraiment du contenu qui est top. Et puis je sais qu'il y a aussi beaucoup de builders et voilà, de chefs d'entreprise du Web3 qui sont parmi nous. Donc n'hésitez pas à prendre contact soit avec Dimitri, soit Adrien de sa team, dont je mettrai le profil aussi, pour tout ce qui est bah, sponsorisation ou éventuellement tout simplement bah, partager vos news, parce qu'il y en a peut-être certaines qui pourraient intéresser et mériteraient d'être relayées sur la page. Donc, en tout cas, On on a est ravis de t'avoir effectivement avec nous. on a, juste pour compléter, Jonathan
et Léo, que je salue au passage, qui sont les personnes qui vous répondront si vous interagissez avec nous directement sur les réseaux. Adrien, dont tu as parlé effectivement, qui est la personne pour la partie commerciale. Donc si jamais vous voulez discuter de collaboration, de partenariat, quoi que ce soit, ça sera avec Adrien. Et voilà. Et la petite spécificité aussi que je peux ajouter, c'est qu'on s'adresse davantage à un public novice et débutant, contrairement à d'autres médias qui vont essayer d'aller plus en détail, plus en profondeur et apporter encore plus de valeur. Nous, notre domaine d'activité, on va dire, c'est vraiment essayer de prendre par la main et d'accompagner ceux qui aimeraient découvrir et qui aimeraient s'intéresser à cet écosystème. Top. Bon, bah, on est ravis de t'avoir. Et je te coupe, Dimitri, pour passer la parole à Sébastien. Salut Sébastien, comment tu vas? Très bien, merci à vous. On fait un petit test son. J'ai l'impression que tu m'entends bien. Je t'entends bien également. Ouais, Côté audience, vous nous entendez super, ouais, je nickel? t'entends parfaitement bien. Oui, oui. Bon, super. Alors, attends, je vais peut-être baisser un tout petit peu le son parce que moi, du coup, sinon, j'ai peur qu'il y ait de l'écho. Mais ça a l'air cool. Bon, bah, on est vraiment ravis de t'avoir. On a eu un petit coup de flip. On s'est dit, est-ce que tu nous as oublié, abandonné, Sébastien? Mais on est content de t'avoir avec nous pour l'émission. Bien sûr, bah, je suis là. Les journées sont chargées, on ne s'ennuie jamais, mais je suis là. Je crois savoir que tu étais chez Epitech hier. C'est ça? C'est ça, hier, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un groupe d'étudiants, enfin, de personnes qui suivent un programme particulier hein, avec un profil entrepreneur entre 25 et 35 ans. Et c'était un échange vraiment enrichissant qui m'a permis aussi de comprendre un peu plus par rapport à leurs différents profils, business, tech, biotech, management, comment eux ils perçoivent le métaverse et les questions qu'ils peuvent avoir. Et ça, c'est quelque chose que j'adore faire, vraiment avoir ces échanges réguliers avec la communauté, les utilisateurs, évidemment nos landowners, mais de manière plus générale aussi le public qui, lui, parfois peut avoir une perception du métaverse vraiment différente que lorsque nous, on est dedans à fond. Bah écoute, moi, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais un sujet qui me passionne vis-à-vis du métaverse, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a en fait que deux sens. Alors, dans ce qu'on voit aujourd'hui et ce qui existe et qu'on pourrait qualifier de métaverse, on a le sens de la vue et de l'ouïe qui sont utilisés, enfin, ouais, utilisés dans ce cadre-là, mais on a encore enfin, le toucher, le côté olfactif qui sont pas encore du tout présents. Et puis, je me dis, bah, je suis vraiment curieux de voir ce que ça donnerait si on sera capable de l'intégrer un jour dans cette fameuse vision du métaverse. Bon, l'innovation n'a pas de limite, donc je pense que oui, et c'est un des sujets qui me passionne, c'est celui-là, donc on aura peut-être l'occasion d'en parler, tu vois. Est-ce que, Vraiment, ouais, on va voir. Ouais. ce que je te propose peut-être, Sébastien, c'est que tu te présentes peut-être rapidement. On s'est dit, voilà, entre 3 et 5 minutes par projet, présenter ce que tu fais, tes différentes activités. Je pense que tu nous parleras surtout de The Sandbox, mais on va prendre un petit temps. Je pense que la majorité te connaît, mais c'est toujours intéressant d'avoir une présentation. Donc, je te laisse la parole si tu veux te présenter. Donc, moi, je m'appelle Sébastien Rollet, j'ai 38 ans, je suis entrepreneur depuis un peu plus de 16 ans avec mon associé Arthur Madrid, toujours passionné de nouvelles technologies, hein, donc dans le domaine euh, j'étais un early adopter, un geek, toujours tester les nouveaux produits, les nouvelles technos qui sont sorties et ça m'a amené à travailler dans différents secteurs qui vont être le peer-to-peer, le social media, le partage de fichiers entre amis dans le cloud et le jeu vidéo sur mobile et plus récemment, effectivement, la blockchain, le Web3 et avec Sandbox, pour fournir une plateforme de user-generated content où les utilisateurs vont pouvoir créer toutes sortes de contenus en 3D, des expériences, des jeux, les partager en ligne et vraiment posséder leur création, pouvoir avoir la liberté de les monétiser comme ils le veulent. La force de Sandbox, désormais, c'est que participe à la création du métaverse ouvert où on a ce concept de métavers qui est vraiment une myriade de mondes virtuels, de destinations, sur plusieurs plateformes où les utilisateurs vont pouvoir, par le biais d'un avatar, accéder à des expériences justement sociales, plus immersives, plus fun, différentes au-delà du jeu vidéo. Et par le biais de cet avatar, du coup, passer d'un monde à un autre, d'une expérience à une autre, posséder tout leur contenu et l'utiliser de la manière dont ils le veulent d'un monde à un autre. Je suis aussi le président de la Blockchain Game Alliance, qui est une organisation qui compte désormais un peu plus de 500 membres dans l'industrie du jeu vidéo et de la blockchain. Et on a pour mission principale, effectivement,
de montrer les usages possibles de cette technologie et la blockchain dans le secteur du jeu vidéo, d'éduquer sur ces possibilités et de mettre en avant ce que font les différents acteurs du secteur. Eh ben, super, super pour tout ça. Et puis, bah, n'hésitez pas. Alors, ça se passe comment la blockchain d'Evalliance? Vous organisez des événements? Enfin, c'est quoi vos challenges? Alors, les activités de la Blockchain Game Alliance sont assez simples, hein. C'est une association non-profit. Et derrière, on a des événements en ligne, virtuels, un peu comme aujourd'hui. On va présenter les nouveaux membres qui nous rejoignent chaque mois. On va avoir aussi des panels qui vont être des discussions sur des thématiques spécifiques, sur quelles sont les stratégies pour implémenter des NFT, comment fonctionne ou comment peut-on implémenter une DAO, et avec des partages d'expériences de différents acteurs sur les sujets en cours. On va avoir effectivement des meet-up et même des dîners entre membres qui vont permettre de networker davantage, et aussi après des sujets de working group, présence à des conférences et des salons avec mise en avant des membres, de ce qu'ils font, des démo stations pour que les gens puissent jouer à leur jeu, des annonces, des partenariats, de la couverture média, etc. Ok, bon, bah, Et super. on a Et produit on un rapport sera pas de récemment relayer vos aussi. events. Excuse-moi, Sébastien, ouais, tu disais. Voilà, donc les événements, le networking, et on a aussi un rapport annuel sur un peu l'état de santé du secteur, ce que pensent les, les différents acteurs de notre industrie, leurs préoccupations, les challenges, qui y travaillent, etc. Et ça, c'est un rapport qui est téléchargeable gratuitement, à peu près 40 pages, qui est sorti là tout juste en janvier. Eh ben super. Bon, bah, on est ravis de t'avoir avec nous et de pouvoir prendre un petit peu de ton temps. Je crois savoir qu'à 13h45, tu dois nous quitter, donc on te fera un petit, fais-moi un petit signe juste avant de partir qu'on te dise au revoir. Et puis, en tout cas, on est ravis de t'avoir. Je crois qu'on a perdu Agathe. Je vais remettre tout le monde et puis on va passer en mode un peu discussion. Alors, hop. Bon, Agathe, je sais pas si tu nous entends. J'espère que tout va bien. Petit contretemps informatique, dans 3 minutes. Ok, bon, bah, Agathe va nous rejoindre assez rapidement, aucun problème. Je voulais vous proposer qu'on discute sur différents sujets aujourd'hui. Évidemment, bah, ça va être centré sur l'avenir et les cas d'usage autour des NFT. On parlera de différentes choses, on essaiera de parler un petit peu de métaverse aussi, parce que je pense que c'est un sujet qui passionne et qui peut être un peu flou aussi pour tout le monde. Et puis on parlera de différents secteurs, le gaming évidemment, parce que c'est des sujets qui nous passionnent tous, mais aussi d'autres secteurs comme le luxe, le ticketing, etc. Ce que je voulais vous proposer, c'est qu'on essaie de s'accorder sur une définition du NFT avant d'avancer. Bon, je pense que la plupart des personnes dans l'audience savent ce que c'est. Est-ce que quelqu'un parmi nous veut se lancer sur une définition du NFT? Ce qu'est un NFT. Alors, nous, on voit vraiment un NFT comme c'est un asset numérique qui peut représenter tout type de contenu, que ce soit une photo, une vidéo, de l'art, des collectibles, des avatars, des terrains virtuels, des items de jeu, des wearables, etc. Les 3 caractéristiques d'un NFT, c'est essentiellement l'auteur qui en est le créateur. Donc, grâce à la technologie blockchain, qui est une base de données décentralisée, de manière très simplifiée, on va pouvoir avoir la preuve de la provenance, qui a été le créateur de ce contenu, la preuve de la possession, donc quel a été l'historique des transactions qui font que telle personne détient ces NFT et qui sont tous les détenteurs de ce contenu. Et au final, la preuve de la rareté numérique, puisque à un moment donné, si on a défini qu'il ne peut y avoir qu'un certain nombre de copies virtuelles de ce contenu sur la blockchain, on peut effectivement vérifier de manière totalement transparente et trustable, on peut le faire confiance à la technologie, le nombre de copies exact. Super, merci Sébastien pour cette définition. Si jamais les autres voulaient ajouter quelque chose à ça, n'hésitez pas. Bon, on imagine bien tous les problèmes que ça peut résoudre, ces différents aspects. François, tu voulais compléter? Oui, c'est qu'effectivement, merci effectivement cette définition couvre beaucoup de choses. Alors si on prend encore plus largement et avec on regarde techniquement parlant,
c'est le NFT, c'est le fait de représenter quelque chose de manière digitale, de manière unique, tout d'abord. Et après, effectivement, le manipuler va pouvoir être programmable, etc. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence qu'effectivement, parce que le fait de représenter quelque chose de manière digitale fait que ça devient facile à manipuler. Exemple, si je représente le droit de propriété d'un tableau de manière digitale, je vais pouvoir plus facilement, si tant est que le droit de propriété est porté effectivement par cette représentation digitale, je vais pouvoir facilement manipuler, effectivement gérer les répartitions de royalties, etc. Parce qu'à partir du moment où c'est digitalisé, je peux automatiser des processus, etc. Mais ça peut s'appliquer à beaucoup de choses. Ça peut s'appliquer et également pour des choses qui vont s'élargir à énormément de choses demain quand va se développer la DeFi, où par exemple même les particuliers vont pouvoir, j'ai envie de dire, utiliser des biens qu'ils possèdent, qu'ils soient représentés de manière digitale par un NFT et mettre ça par exemple sur une plateforme DeFi pour pouvoir s'en servir de collatéral pour obtenir un prêt, etc. Donc effectivement, les NFT ont des usages dans le gaming, dans la finance, mais ça aura des usages dans plein de choses. Voilà. Tant qu'on utilise le fait que c'est quelque chose qui est représenté de manière unique, de manière digitale. Voilà. C'est vrai qu'on a forcément le sous-jacent blockchain avec tout cet aspect automatisation qui est super intéressant grâce au smart contract, donc qui permet de faire plein de choses en se passant de main-d'œuvre ou de vérification. Et c'est une partie des NFT qui est vraiment très importante et très forte. Laurent, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, moi je disais même avant que le terme NFT en fait ne soit utilisé. Nous, chez Collect Online, on l'a utilisé il y a déjà plusieurs années sous le terme de certificat d'authenticité. Et on parlait même pas d'asset digital, c'est-à-dire qu'à l'époque, on était quasiment sur la digitalisation en fait des collections de nos abonnés, c'est-à-dire qu'on était en capacité de pouvoir reprendre différents médias ou de la photogrammétrie ou tout autre objet en fait que possède notre client, et avec ses certificats d'authenticité physique, papier, ses factures d'achat, tout ce qu'il avait pu effectivement collecter pour pouvoir prouver l'authenticité de son objet, eh bien, on crée effectivement ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui un NFT. Mais à l'époque, c'était simplement un certificat d'authenticité qui était horodaté dans la blockchain et qui permettait effectivement de prouver la propriété en fait de l'objet que possédait le collectionneur en mode physique. Complètement. J'ai une petite question d'ailleurs pour vous. Alors, on a NFT peut avoir des connotations négatives, on le voit vachement, hein, que ce soit pour des... Alors, très souvent plutôt lié à de la mauvaise information sur le sujet, et très souvent la connotation je parle plutôt du grand public qui s'y est pas forcément intéressé, mais sur l'aspect écologique, sur l'aspect très spéculatif des NFT, sur l'aspect scam, et du coup on voit beaucoup de prises de décision de projets qui, au lieu d'appeler ça NFT, vont appeler ça alors, collectible, par exemple, si c'est des collectibles, mais dans d'autres cas d'usage d'une autre façon, tout simplement. Et donc, on voit un mouvement que moi, en tout cas, j'observe depuis ces derniers mois, qui est un peu une mise en retrait de la technologie sous-jacente, donc qui est le NFT, pour mettre plutôt en avant le cas d'usage et donc, entre guillemets, pas faire chier son audience avec ce qui se cache derrière, mais plutôt juste le cas d'usage. Vous en pensez quoi? François, je t'en prie. Mais, je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire, et ça rejoint également tout ce qui se passe autour de la blockchain de manière générale. La blockchain, notamment avec les smart contracts qui ont commencé en 2015 avec Ethereum, tout le monde parlait des ICO en 2016, etc. On a tous vu ce qui s'est passé. Ça a été un crash des ICO. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les gens se sont précipités dessus pour le mot blockchain parce que ça faisait un buzz. Et puis après, les gens ont mis les pieds sur terre. Donc c'est pareil avec les NFT. Il y a eu cette vague avec... j'entends bien, Agathe, que tu es totalement pour les singes. Et chacun son... J'en ai pas, hein. Et très bien. Et d'autres manières, les goûts, les couleurs, etc. Enfin, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Juste, par contre, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il y en a qui ont abusé au moment de cette vague des NFT au départ, où ils se sont dit, oh ben vite, on va faire de l'argent facile. Et
Ça fait la même chose qu'au début de la blockchain, la hype, et puis ça s'est écroulé. Et donc, une mauvaise image pendant quelques temps, pareil avec la blockchain. Alors, ce qui se passe, le parler avec la blockchain et les tokens, et bon, nous, justement, dans les tokenisations de projets, de levée de fonds, etc., on essaye de ne pas utiliser le mot blockchain et token. Pourquoi? Parce qu'on en revient exactement à ce que tu dis, Cyprien. Ce qui intéresse les gens, ce n'est pas le wording NFT, ce qui intéresse, c'est la valeur ajoutée que ça va apporter. Prenons le gaming, si par exemple les gens avec ce NFT, ils ont un skin qu'ils vont pouvoir utiliser dans d'autres jeux, etc., c'est ça la valeur ajoutée, et ça c'est effectivement, un, ça les intéresse, deux, il y a une valeur d'échange, etc. Pareil pour le monde de la finance, si on représente quelque chose de manière digitale, on se contrefiche de la payer un token, ce qui compte c'est avoir facilité la possibilité de le transmettre. Donc par rapport à ce que tu dis, absolument, moi je pense qu'il y a effectivement NFT est associé à des connotations parfois de bullshit, on va dire. Très bien, ça va passer. Et une des problématiques également qu'il y a, c'est que les NFT sont applicables à plein de secteurs différents. Encore une fois, si on parle de gaming, si on parle de finance, si on parle de tableaux, etc., ce sont des concepts très différents. Et quand on parle NFT, on a tendance à mettre dans le même panier alors que ça ne devrait pas. Donc, il faut reprendre du recul et effectivement parler de cas d'usage, oublier le mot NFT et parler des avantages apportés par le NFT sur la transférabilité, etc., etc. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Robin, quand on s'inscrit à un événement qui utilise Billy, il y a le ticket, il n'y a pas du tout de mention que le ticket est un NFT, si je dis pas de bêtises. Ouais, écoute, nous, on a quand même un double flow à chaque fois, hein, donc tu t'en rends compte que c'est pas quand même une billetterie classique. Les gens peuvent se connecter avec un wallet ou avec leur mail. Les gens peuvent payer en euros ou en crypto. Mais oui, le mot NFT a quasiment été gommé partout. Et aujourd'hui, les stats qu'on a pour la plupart de nos événements, il y a entre 3 et 10% des gens qui se connectent avec leur wallet. Mais sinon, 90 à 97% restants, les gens se connectent avec un mail. Et on a fait des events. On a fait un event à La Cigale, on a fait une tournée avec Alison Wheeler, qui est une humoriste. Les gens, en fait, ne savaient même pas qu'ils avaient un NFT. Et pour nous, c'est un peu une victoire. C'est parce qu'on a réussi à masquer, on va dire, un peu cette complexité. Par contre, ils ont une galerie avec leurs souvenirs. Voilà, on n'appelle même pas ça digital collectible. On appelle ça galerie de souvenirs. Et oui, sous le capot, il y a des interactions de blockchain et les gens ont des wallets parce qu'on leur génère. Mais oui, pour nous, c'était important, surtout dans le domaine de la culture, de la musique. Il y a des sensibilités parfois environnementales, et vu que il y a encore une mécompréhension en fait des différents types de blockchain, proof of work, proof of stake, etc. Pour nous, c'est important vraiment de faire un pas de côté par rapport au langage Web3. Ok. La stat que tu nous as partagée, la stat de wallet, elle est ouf, Robin, et je trouve que ça montre bien justement que l'aspect wallet, qu'en gros, il y a des freins à l'adoption massive et que je pense les wallets, en tout cas dans l'état actuel, en sont un, et on pourra en discuter un petit peu après. Agathe, je te laisse la parole, tu voulais enchaîner? Ouais, je voulais intervenir. Déjà, hyper intéressant. Merci, Robin. Ça m'étonne pas, mais moi, je me suis inscrit à un événement chez vous alors que j'ai un wallet avec mon mail. Parce que à ce moment-là, j'avais pas mon wallet. Voilà. Donc, vraiment intéressant. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé encore dans la galerie ce que j'avais. Il faut que j'aille voir. Mais oui, je pense que. En fait, moi, je vais même aller plus loin. Certains des avantages qu'on promeut un peu entre nous, comme le fait de détenir quelque chose, d'avoir une preuve de détention, digital ownership, les gens s'en foutent, quoi. Clairement, ils se rendent pas compte. Pour ça, il faut être un peu allumé, quoi. Faut se dire, faut miser sur le fait que le digital continue d'avancer et de prendre le pas sur nos modes de consommation, nos modes de vie, et se dire que, in fine, à un moment donné, ils s'en serviront de cette propriété. Mais pour l'instant, je dirais même au sein des crypto-bros, tout le monde n'est pas convaincu, quoi. Et donc, même ces arguments-là ne sont pas forcément les plus malins à avancer. Parfois, c'est vraiment, dans le cadre du ticketing,
prouver que ce système est vraiment plus efficace qu'un autre, qui va être important et difficile à faire. Et pour ce qui est des consommateurs finaux, bah ouais, ils savent même pas pourquoi. Et puis un jour, moi je pense souvent à tout simplement des trucs genre quand on était petit, on allait aux vidéos futures louer des DVD, des best-of des inconnus, ce genre de choses. Et du jour au lendemain, on s'est mis à zapper sur Dailymotion. Et les premiers mecs qui ont créé les vidéos sur Dailymotion, ils étaient clairement allumés, quoi. Ils créaient dans le vide. Et je pense qu'il y a deux axes. Le premier, c'est trouver vraiment des intérêts technologiques pour améliorer des systèmes, utiliser ces technologies pour vraiment des fondamentaux pour des produits de demain. Et il y a l'autre partie un peu plus créative et folle, où là, je pense par exemple que The Sandbox a des choses à faire, c'est attirer les gens avec des trucs, des choses qui aujourd'hui sont pas, n'ont pas été explorées et qui pourraient peut-être même être faites en Web 2, hein, mais qui n'ont pas encore été explorées et qui vont créer de l'audience et de l'intérêt pour tout ça. Et nous, en secret, on utilise ces technologies pour préparer la suite, quoi. Je pense que c'est un peu ça l'avancée parallèle, en fait, vers laquelle on pourrait se diriger. Écoute, carrément. D'ailleurs, Sébastien, moi j'étais curieux d'avoir un peu votre positionnement chez The Sandbox vis-à-vis des NFT. C'est clair, c'est pas clair. Enfin, comment, c'est quoi, ouais, votre vision, votre positionnement vis-à-vis des NFT au sein du jeu? Nous, les NFT, ils font partie intégrante de ce que représente Sandbox. C'est la technologie sous-jacente qui permet de résoudre une problématique à laquelle on a été confronté de par l'historique de Sandbox. À l'origine, on était juste un jeu sur mobile, tout simple. Les joueurs pouvaient créer des contenus. Ces contenus, ils contribuaient au succès financier du jeu en amenant des nouveaux utilisateurs qui passaient du temps dessus. Et au final, les créateurs, eux, c'était un peu les plus lésés, puisqu'ils participaient au succès commercial d'un jeu ou de manière à plus grande échelle. On peut regarder les plateformes comme YouTube, les réseaux sociaux, les jeux comme Minecraft, Roblox, les Fortnite, dont le succès finalement est le fruit vraiment de la contribution des utilisateurs dans le domaine du user-generated content. Et pourtant, la répartition de la valeur qui est générée, elle, ne va vraiment pas dans la main de ces créateurs. Donc, le NFT s'est présenté comme une solution dans la notion de créateur économique, qui, je pense, est un concept qui parle désormais à un assez grand nombre, hein, surtout qu'on a plus de la moitié de la population mondiale est désormais digitally native et 75% des gamers et des utilisateurs se voient comme des créateurs dans ces applications, dans ces réseaux, dans ces jeux. On tend tous à ça, que l'utilisateur contributeur, l'utilisateur qui passe du temps et qui fait que ces plateformes, ces sociétés génèrent un revenu, eux aussi participent au partage de la chaîne de valeur. Donc la technologie l'apporte de manière pas juste avec une manière assez ludique, hein, dans Sandbox. Finalement, on y rentre d'abord pour explorer, pour créer son avatar, pour créer des contenus, mais au fur et à mesure qu'on se prend dans la plateforme et on contribue, on reçoit 95% de la valeur qu'on génère, qui n'est pas le cas sur d'autres plateformes où les valorisations sont hyper importantes, mais les utilisateurs, eux, ne touchent finalement que très très peu par rapport à tout ce qu'ils apportent à cette valorisation. La deuxième chose que je pense qu'on n'a pas forcément mentionné par rapport au bénéfice de l'usage des NFT, c'est cette idée que un NFT ne représente pas qu'une seule chose. Un NFT, c'est une porte ouverte vers des multiples utilités. C'est-à-dire que même on n'a pas forcément la connaissance en avance de quelles vont pouvoir être les utilités associées à ces NFT. Et pourtant, le fait que ça soit les utilisateurs qui les possèdent, ça développe des nouvelles opportunités. Et donc, sans rentrer forcément trop dans les détails techniques de l'interopérabilité, etc., on a pu voir très souvent des collaborations et même cette notion complète de je possède un NFT et hop, plusieurs opérateurs de plateformes, de services, d'applications, de communautés vont pouvoir m'offrir des avantages, même si j'ai pas acheté de contenu chez eux ou autre, mais parce que je possède ce contenu numérique qui devient une sorte de sésame, une sorte de ticket vers différents atouts. Et cette forme
les utilities derrière associées à ces contenus numériques. On est vraiment dans une phase d'expérimentation assez incroyable. Des usages peuvent être complètement écrits, mais on a déjà vu effectivement des loyalty programs, la possibilité de redeemer des biens physiques avec des digital twins, du merchandising, des accès VIP à des événements réels, ou dans le cas du métaverse, pouvoir jouer avec des contenus qui à la base étaient peut-être que des images et qui désormais deviennent des personnages animés, vos avatars, etc. Et ça, c'est quelque chose que je trouve quand même vraiment nouveau. Et à chaque fois qu'il y a une révolution technologique, qu'elle soit technologique ou sociale, derrière se développent des usages nouveaux et une nouvelle forme de divertissement qui, on l'espère, grâce au contenu, grâce au fun, va convertir de plus en plus d'utilisateurs. Donc pour moi, c'est ça qu'apporte les NFT et le Web3 et qui fait que on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus immersif et aussi le développement complet de toute une nouvelle relation entre les utilisateurs, les communautés et même les marques et les utilisateurs. Ces marques qui ont perdu le lien et le contrôle de leurs données à cause des GAFA, à cause des sociétés qui leur en ont privé. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que ça laisse toutes les portes ouvertes et qu'il y a même du coup un côté bac à sable qui fait écho à votre nom, Sébastien, par ces NFT. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant. Je me permets juste peut-être de vous partager une image pour le côté redeem des collectibles, enfin des NFT qui permettent de redeem des trucs en physique. C'est la collection de Tiffany & Co qui permettait aux holders de CryptoPunk. Alors, évidemment, a priori, ils devaient payer, mais à condition qu'ils aient bien dans leur wallet un CryptoPunk, de faire un bijou à l'effigie, donc sur mesure, à l'effigie de leur CryptoPunk. Et je trouve que les résultats sont assez stylés et c'est des trucs que, alors évidemment, ça reste du visuel, du cosmétique, mais je trouve ça hyper intéressant comme cas d'usage. C'est un exemple assez extrême parce que la valeur ici, évidemment, elle est très élevée quand même, parce qu'on parle d'un Tiffany, on parle d'un bijou, etc. Mais il y a déjà des centaines d'exemples où le NFT reste très accessible. Il coûte quelques centimes ou quelques dollars et derrière, il donne accès à des avantages réels, des t-shirts, des casquettes, des hoodies. Si on pense en termes de merchandising ou de fashion ou d'autres choses assez rigolotes qu'on a pu voir avec des artistes, par exemple dans le domaine de la musique. Et puis un NFT n'est absolument pas obligatoirement payant aussi, ça peut être quelque chose qui est vachement présent dans l'inconscient général, mais c'est pas du tout le cas. Tu peux aussi l'avoir pour récompenser des actions faites par ton public, ton audience. Donc il y a aussi, encore une fois, tout est possible à ce niveau-là. Et t'as encore une fois, le champ des possibles est tellement énorme et les axes, que ce soit en prix, que ce soit en possibilités, que ce soit en secteur, sont tellement vastes que c'est une technologie de fou et qu'on est obligé de faire des émissions comme celle-là pour essayer un peu de traiter le sujet, de présenter tout ce qui est possible de faire. Je voulais vous parler d'un sujet, vous poser une question. Donc, on l'a vu, Robin nous a partagé une stat qui est très intéressante que 3 à 4% des utilisateurs ont les tickets de Billy sur un wallet. Je crois que c'était ça la stat, Robin. Ouais, c'est plutôt 3 à 10. Et ça monte ça monte quand même à 25% pour les events crypto. Web3. Ok. Donc on voit qu'on a un peu notre secteur de niche. D'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup de gens qui se connaissent ici, que ce soit des gens dans le chat ou même ici là sur le plateau de l'émission. Du coup, il y a clairement un frein ou plusieurs freins à l'adoption massive. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour qu'on ait une adoption massive des NFT? Qu'est-ce qui manque, en fait, finalement, pour l'adoption massive? Pour moi, c'est déjà la partie qui est liée au wallet. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, ce n'est pas quelque chose qui est très user-friendly à mettre en place. Moi, pour avoir fait pas mal de conférences, par exemple, auprès des étudiants, où on pourrait dire que plus le public est jeune, plus il va adhérer effectivement à ce type de technologie. J'ai été extrêmement surpris. Sur un panel, il y avait 4500 étudiants qui étaient présents. Sur ce panel-là, j'avais à peine 10% qui avaient un wallet. Et seulement sur ces 10% qui possédaient un wallet, il y avait, pour mon cas de figure, seulement 3% qui s'en servaient pour aller, par exemple, dans les métaverses.
tout simplement parce que c'est quelque chose qui est un peu encore mystérieux pour la plupart du grand public. C'est ce qu'expliquait aussi Romain, c'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, le ticketing de type NFT, ils l'utilisent et ils vont se l'approprier parce que c'est encore lié à leur boîte mail. Et aujourd'hui, leur boîte mail, ça reste la clé d'entrée pour la plupart en fait, des technologies qu'ils utilisent tous les jours. Leur dire, voilà, il faut utiliser un wallet, etc., c'est encore un peu de la science-fiction pour certains. Sur ça, je pense qu'on ne peut pas remplacer une technologie qui marche par quelque chose de plus complexe. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire, donc clairement, il y a un problème. Ouais, je sais pas, quand vous créez une adresse mail, c'est quand même un peu casse-pied, quoi. Ça prend, il faut remplir un formulaire, des champs, etc. Après, quand on va se connecter sur les sites, à chaque fois, on doit remplir son nom, son prénom, son mail, signer le truc, machin. Et voilà, ça va plus vite. Donc moi, je suis pas très inquiète. Je pense juste que l'UX de MetaMask le plus utilisé, c'est cool, on peut le citer du coup, on n'est pas sur Twitter. L'UX de MetaMask est pas ouf, mais il suffit C'est juste ça le problème. C'est ça le problème. C'est que souvent, c'est développé par des techs. Et qu'il y ait beaucoup plus de services et de sites, même pas Web3, qui permettent cette connexion-là, même des trucs qui ne vendent pas des NFT, qui se disent, ça va plus vite en fait, de se connecter juste avec un wallet, hop, on n'a pas besoin d'aller faire une confirmation par mail. Ou alors, le pire dans tout ça, c'est les connexions avec les réseaux sociaux. Moi, je trouve ça insupportable. À la limite, Google va assez vite, mais avec Facebook, moi, je parle surtout de cette expérience-là. Tu dois te reconnecter sur ton Facebook, sur un autre navigateur. C'est un enfer. C'est un enfer. Donc moi, je pense que les wallets, ça va. On ne se rend pas compte que c'est peut-être au début, et je pense que ça va aller tout seul avec l'amélioration des UX qui vont être assez naturelles. Parce que, évidemment, quand on chill des projets à plusieurs ETH et tout, ça pousse pour aller vers des wallets de plus en plus stylés et faciles à créer. Je me souviens, quand j'ai créé mon MetaMask, genre en 2020, je suis allée voir un tuto sur YouTube, j'avais peur de perdre ma seed, etc. Jusqu'à ce que je comprenne que mon MetaMask, ça pouvait être juste un wallet finalement social et sur lequel je n'allais pas laisser beaucoup d'argent. Il faut peut-être arrêter aussi de parler tout le temps de grosses valeurs. Comme on disait tout à l'heure, il y a plein de NFT gratuits et tout. Donc, on le délie du fait des achats et du fait de mettre beaucoup d'argent dessus. Et aujourd'hui, maintenant, je crois que c'est vachement plus simple. Hein. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, j'en ai recréé un là récemment, j'ai l'impression que il y a moins de clics, il y a moins d'actions à faire. Quoi. Ok. Il y a vraiment beaucoup de solutions. Je te laisse, non, vas-y Sébastien, je te laisse terminer et puis après on passe à Dimitri. Déjà, pour nous qui avons évolué depuis peut-être 2, 3, 4 ans, on peut voir vraiment une nette progression, que ce soit sur MetaMask ou un certain nombre de solutions comme Bitski, Vanly, Wallet Connect, différentes interfaces qui ont simplifié la création du wallet de manière custodial ou non-custodial, à partir d'un email, à partir d'un social login, etc. Donc, je pense que la friction, elle est... L'UX reste toujours un challenge. Pourquoi vouloir absolument entrer par un sign-up de manière générale? Peut-être que la connexion wallet peut venir plus tard, une fois que l'utilisateur a testé le service, a goûté le service et s'est dit, ça me plaît, j'ai envie de m'engager davantage. Ça, je pense que c'est une philosophie qui devrait être plus répandue. La deuxième chose, c'est que ça reste toujours évidemment un facteur pour quels usages. Donc, mettre en avant tout l'usage et derrière le sous-jacent, peut-être que ça t'appartient et que tu pourras en faire ce que tu veux grâce à ce wallet. Et continuer à s'appuyer sur un écosystème en croissance où finalement, on ne résout pas tout seul ce problème. Donc, l'idée, c'est pas juste de vouloir faire soi-même un wallet pour résoudre les problèmes, c'est de s'appuyer sur les compétences. Et le fait qu'il y a quand même de plus en plus. Surtout en 2022, on a vu Google qui a viré 10 000 personnes, Facebook qui a viré 15 000 personnes, etc. Donc, tous ces gens, d'un coup, ils vont arriver vers le Web 3. Il y a des talents dans de l'UX, dans du product design, des gens qui ont des sensibilités différentes, mais qui ont quand même apporté de la valeur dans la construction du Web 2 qui va être transvasé dans le Web 3. Donc, je suis assez confiant dans le fait que ça va devenir de plus en plus mature, cet univers, et plus accessible à tous. Top. Et puis, je trouve ta réflexion super intéressante. C'est vrai que j'avais pas. Enfin, c'est pas quelque chose que j'avais forcément intellectualisé, on va dire. Le fait que beaucoup de services, que ce soit des services Web 2 ou Web 3, mettent le login en fait beaucoup trop tôt. C'est un peu quand tu arrives sur, je sais pas, quand tu veux tester un outil par exemple, un outil. En ce moment, on a des outils avec de l'IA là qui sont vachement à la mode.
le login, c'est vrai qu'il arrive trop tôt, quoi. C'est la première étape quand tu arrives sur le site. En gros, il te demande tes coordonnées, alors qu'en fait, tu devrais tester le service et ensuite avoir un frein qui est le login pour aller plus loin. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ça arrive souvent trop tôt. Peut-être juste avant, François, je laisse la parole à Dimitri qui voulait ajouter quelque chose. Et en plus, l'aspect vulgarisation, je sais que il vous intéresse pas mal, Dimitri, donc ça m'intéresse d'avoir ta vision là-dessus. Yes, pour moi, l'adoption des NFT doit passer par deux choses. Le premier point, c'est d'un point de vue technique. Comme ça a été un petit peu dit, et comme on en a un très bon exemple avec Billy, là aujourd'hui, je pense que la technologie doit être transparente. À partir du moment où la technologie elle n'est pas transparente, c'est pour moi un frein beaucoup trop important à l'adoption massive et à l'onboarding de nouveaux users. On peut prendre, je pense, n'importe quelle technologie de masse aujourd'hui. On peut parler de la voiture à la télévision. Tous les gens qui l'utilisent, extrême majorité, ont l'essentiel pour pouvoir se servir de ça, mais ne savent pas comment techniquement ça fonctionne. Il n'y a pas, je pense, une personne sur 1 million qui sait comment un moteur à explosion fonctionne. Pourtant, il y a des millions et des millions de personnes qui utilisent la voiture. Il n'y a pas une personne sur 1 million qui sait comment très exactement fonctionne une télé. Pourtant, il y a des millions de personnes qui s'en servent. Donc je pense que vraiment, l'adoption massive, que ce soit des NFT ou d'un autre outil blockchain, passe par la transparence et la transparence de rendre fluide l'interaction avec la technologie. Donc ça, c'est pour le point technique. Et après, pour l'autre point qui nous concerne en tant que France Crypto un peu plus, c'est le besoin d'information. Et je pense que nous qui étions dans cet écosystème pour certains depuis déjà bien des années, on a un point de vue un petit peu biaisé. C'est-à-dire que il y a un biais qu'on se rappelle, je pense pas assez souvent, qui est que pour nous, c'est très facile d'identifier les bons projets et ce qu'ils apportent et la valeur qu'ils détiennent des projets, excusez-moi du terme, mais c'est le cas, de merde, qui n'apportent strictement rien dans le meilleur des cas, voire du négatif avec des scams, des arnaques, etc. Et pour du coup être avec un média qui est France Crypto, qui s'adresse, comme je l'avais dit en introduction, aux débutants, on est en interaction avec ces gens-là qui sont simplement perdus en fait. On le voit nous-mêmes par les projets qui nous contactent. On a une majorité, faut pas avoir peur de le dire, la majorité des projets qui nous contactent sont des projets qui n'apportent à minima, encore une fois, aucune valeur, voire pire, qui sont simplement des scams, des arnaques. Et donc pour moi, il y a aussi, c'est pas forcément une remise en question, mais un travail à faire de la communauté pour trouver des solutions, pour pouvoir encore une fois interagir avec les nouveaux users, avec les personnes qui pourraient s'intéresser à ces technologies-là et à ces outils comme les NFT, et mettre en place des solutions pour rendre plus claire la proposition de valeur entre un vrai projet qui apporte réellement quelque chose et une majorité de projets qui n'apportent en fait strictement rien. Donc pour synthétiser tout ça, rendre l'interaction avec la technologie transparente et fluide et trouver des solutions qui pour moi aujourd'hui ne sont pas trouvées pour permettre en fait aux débutants, aux novices il doit y avoir en fait aucune question entre ce truc-là m'apporte réellement de la valeur et ces autres choses n'existent en fait même pas. Et aujourd'hui, pour eux qui débarquent là-dedans, tout est flou, tout est mélangé et bien souvent ils font des erreurs, parfois qui leur coûtent pas grand-chose, parfois qui vont leur coûter beaucoup et qui vont les dégoûter en fait de cet écosystème. Et ça, c'est un réel problème aujourd'hui. Moi, merci Dimitri, ça m'évoque un sujet, j'essaierai qu'on en parle un petit peu après, qui est en fait le sujet de la responsabilisation, où les gens sont habitués à être un peu sous tutelle de l'État, des gouvernements et être hyper protégés. Et c'est vrai que quand on les lâche dans le monde de la crypto, ils se disent tout va bien se passer, si j'ai un problème, je vais porter plainte, je vais me faire rembourser. Mais non, ça se passe pas comme ça, donc on essaiera peut-être d'en parler un petit peu après. François, toi, tu voulais ajouter quelque chose ou tu veux qu'on switch Oui, sur un sujet? juste quelques secondes. Tout d'abord, effectivement, c'était plutôt un petit peu une synthèse parce que j'étais pas mal d'accord avec un petit peu tout ce qui a été dit, c'est-à-dire effectivement, il faut un vrai usage pour l'adhésion des NFT. Absolument d'accord avec la problématique de user experience qui doit être bien meilleure. Et ça, c'est vrai pour n'importe quoi, c'est pas vrai que pour les NFT, mais il se trouve que voilà, comme on est au début des NFT, il faut effectivement améliorer cette user experience pour obtenir l'adhésion des utilisateurs. Troisième chose qui est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est faut arrêter de parler des NFT autant que faire se peut, parce que ce sont des choses trop différentes. Les gens mettent ça dans un seul panier, alors qu'en fait, il faut parler de cas d'usage
différents et arrêter la terminologie Non, NFT mais qui attends, perd. Et dernière. C'est n'importe quoi, ça. Faut Non, pas non plus Gaguette, rejeter elle est pas d'accord avec cette ça, mais connerie, quoi. Ça va, quoi. Genre, si les gens ne comprennent pas, je veux dire, Non, en non. marketing, oui, mais on travaille avec ça, quoi. Alors, il y a NFT et NFT. Tu as un NFT qui représente un bien financier, un bien immobilier, par exemple, et un qui représente un skin de jeu, etc. Ou un qui représente l'entrée pour un événement. Ce sont des choses qui n'ont rien à voir. Et si on met juste l'étiquette NFT, les gens ne savent pas de quoi on parle. Mais Et tant c'est pis juste pour qu'on eux. perd des Au interlocuteurs. moment. Bah oui, mais bon. Bon. Alors ça, là-dessus, il y a vraiment un gros Alors, débat. dernier petit point par rapport justement à l'histoire de la régulation. Justement, c'est que lié à... alors, il y a aussi une problématique du fait qu'on met une étiquette NFT, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir de régulation par rapport à ça. Et il y a un certain nombre de secteurs, de cas d'usage qui ont du mal à avancer parce qu'ils sont dans une zone grise sur laquelle ils ne savent pas s'ils ne vont pas se faire requalifier le lendemain en titre financier, etc. Moi ça, je le vis en permanence. Moi, en fait, pourquoi qu'on ait le débat, Agathe, je te rebondis laisse là-dessus, la parole. je peux me permettre juste pourquoi. Parce qu'en fait, en gros, il y a eu la vague blockchain là, qui a fait une catastrophe. Pourtant, on continue toujours d'utiliser le mot blockchain et on utilise toujours la technologie. Et c'est pas, on va pas à chaque fois changer de mot parce que les gens sont pas contents ou parce que ça fait une mauvaise presse, quoi. Ouais, mais c'est parce qu'il y a eu aussi un mélange entre entre guillemets la technologie NFT pour moi et les cas d'usage en fait. C'est-à-dire que quand tu parles de NFT, la plupart des gens ils n'entendent pas parler de la technologie NFT. Ils entendent parler, effectivement, on rigolait tout à l'heure avec le singe et sa casquette et son hélicoptère sur la tête. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un mélange, en fait, qui est aussi propulsé par les grands médias qui eux-mêmes ne comprennent pas cette technologie et qui prennent par un petit bout de la lorgnette, tout simplement, de ce qu'est le NFT. Alors que le NFT, c'est une technologie avec des cas d'usage multiples pour lesquels on n'a même pas encore inventé la moitié de ce qui va apparaître dans les années futures. En gros, il y a une éducation qui a été faite par les médias, mais qui est fausse, complètement fausse, qui est justement d'inculquer à tout le monde que le NFT, c'est cette image de singe super. Je pense que Sébastien souffre aussi de la même manière quand on parle des métaverses. Quand tu entends les conneries qui sont dites sur les métaverses dans les grands médias, bah, c'est juste à s'arracher les cheveux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est juste un problème d'éducation des masses. C'est-à-dire qu'on a le grand public qui s'imagine que le métaverse, bah, c'est Ready Player One, que les NFT, bah, c'est uniquement des singes avec des casquettes sur la tête ou des trucs hyper moches en termes artistiques, alors qu'on est très loin de ça. Mais grosso modo, c'est l'image qui est véhiculée. C'est quoi le problème avec les singes? Non, parce que je sais que ça il y a des gens, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent. Ils regardent avant. Tout à l'heure, on parlait dans le chat des vidéos de chats. Les premiers trucs qu'ils sont allés voir et les premiers trucs qu'ils vont regarder sur Facebook, c'est des vidéos de chats. Il y a une sorte de malhonnêteté et c'est quand même ça qui les attire. Mais petit à petit, le débat, je suis désolé parce que je veux juste qu'on passe à une dernière petite question pour Sébastien avant qu'il parte, si tu nous laisses 2-3 minutes. C'est quoi ta définition d'un métavers et pourquoi on entend souvent le comparatif métavers ouvert vs fermé. En quoi pour toi, Sébastien, c'est important qu'un métavers soit ouvert? Ok, alors je voulais quand même ajouter un petit peu au débat. Au final, peu importe, c'est une technologie, on la nomme, c'est comme le MP3, le MP4, le vidéo, le codec XVID à l'époque, etc. Il y aura une phase où les sachants aiment bien montrer qu'ils sachent, qu'ils l'utilisent, et il y aura une phase où on dira c'est de la vidéo, c'est du média, c'est du jeu, c'est un contenu numérique, point barre. Cette transition, elle arrivera assez naturellement. C'est pas nous qui allons la dicter. C'est juste que c'est par l'usage que ça viendra. Et vouloir définir les NFT que par des cas d'usage en disant ça, c'est uniquement un asset immobilier, ça, c'est uniquement de la musique, ça, c'est uniquement de l'art, c'est assez réducteur. Et ça aussi, c'est un peu perdre la nouveauté de ce que peut permettre le NFT. L'encadrement du NFT, les entrepreneurs, fort heureusement, n'attendent pas les régulations pour avancer. Souvent, c'est les régulations qui rattrapent les entrepreneurs. Donc, n'oublions pas ça non plus. Sinon, bah, l'innovation tournerait à la vitesse du légal, et on le sait très bien, c'est souvent la chose la plus lente
Mais je dis pas qu'il faut ne pas y prêter attention. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de sujets qui ont été mis en place et des différents frameworks par rapport aux assets numériques, y compris en France avec l'Apsan et en Europe avec Mika et le VARA à Dubaï et à Hong Kong l'encadrement sur les crypto-assets, etc. Donc il faut juste savoir et être conscient du sujet et si possible participer avec les différents acteurs qui vont rédiger en tant qu'acteur de l'industrie, apporter un point de vue qui permet justement à une industrie de fleurir et pas d'être coincé par cet encadrement. Le métavers ouvert, on y fait, ça tombe bien parce qu'en fait, justement, la généralisation du mot métavers fait qu'on y associe très souvent soit réalité virtuelle, soit monde virtuel. Non, le métavers déjà est multiplateforme, il sera web, il sera mobile, il sera de desktop, PC, Mac, il sera console, il sera AR et VR. Finalement, on y accède par plein de plateformes différentes. Et pourquoi on parle de ouvert? Parce que récemment, des plateformes qui, somme toute, n'utilisent pas des technologies qui permettent aux utilisateurs d'échanger leur contenu librement et de les utiliser en dehors de là où ces contenus ont été créés ou achetés au départ, s'appellent aussi des métavers. Et donc, ça brise un peu cette notion de je prends mon contenu, je prends mon avatar et je peux l'utiliser en dehors de là où à l'origine, je l'ai créé. Et donc, pour l'instant, à terme, j'espère qu'on n'aura même plus besoin de mentionner ouvert, parce que on aura vraiment intégré cette idée que c'est comme l'Internet, mes contenus peuvent exister d'un endroit à un autre, sans que j'ai quelqu'un qui vienne me dire non, tu peux l'utiliser que chez moi, ou cela t'appartient pas, en fait, ça appartient à la boîte sur laquelle tu as créé le contenu. Mais on est dans une phase transitoire où il reste important de mettre en avant ce fait-là pour que les gens comprennent, un peu comme l'open source a dû faire sa bataille, être intégré pour comprendre que non, les logiciels avaient des licences et qu'on ne pouvait pas en faire ce qu'on voulait et qu'il existait un autre univers à côté qui promouvait un autre mode plus collaboratif. Moi j'ai une question. Alors, c'est pas des sujets sur lesquels je travaille, mais ça m'évoque toujours une question, cette notion. Si on a une multiplicité de métavers, donc si on a plusieurs métavers qui sont un peu, entre guillemets, interconnectés entre eux, et qu'on a, tu le disais, un avatar virtuel dans le métavers A, pour le mettre dans le métavers B, ça implique qu'il y a un genre de standardisation, quoi, qu'il y a un format standard, ou est-ce qu'il y a une autre option? Donc standardisation obligatoire. Il y a des différents niveaux il y a effectivement la standardisation déjà de la représentation spatiale et de l'interprétation de la donnée. Et ça, c'est déjà une base. C'est comme si je vous disais, moi je fais du JPEG, moi je fais du GIF, moi je fais du PNG et on n'arrive pas à lire ou à représenter le format pour plein de raisons. Ou à une époque, on a peut-être connu le pré-DVD, le Blu-ray, il y avait différents formats et certains lecteurs n'étaient pas capables de lire l'autre format. Donc c'est déjà juste une standardisation sur la représentation spatiale des données et après une standardisation aussi sur la notion d'identité, la notion de réputation, la notion d'historique de ces contenus qui fait que c'est pas juste une représentation esthétique qu'on passe d'un univers à un autre, mais c'est tout un bagage qui est moi, tout ce que j'ai pu faire auparavant, tout le statut, la réputation que j'ai pu acquérir, que ça me suive et que ça continue d'être moi. Et ça, c'est des sujets effectivement qui sont loin d'être résolus, mais sur lesquels au moins il y a une volonté, avec un consensus général, autant des acteurs Web 2 que Web 3, par le biais de plusieurs organismes. L'un, c'est le Metaverse Standard Forum, qui a été annoncé l'an dernier et qui regroupe Nvidia, Adobe, Microsoft, Meta, Roblox et des acteurs du Web 3 désormais. Et aussi l'Open Metaverse Alliance, qui regroupe des acteurs du Web 3, et les deux comptent un peu plus de 1000 membres, donc démontrent un souhait de l'industrie à travailler ensemble et à adresser ces problèmes pour construire ce que peut devenir le métaverse ensemble. Bon, des sujets qui sont passionnants. Dites-nous dans le chat si ça vous intéresse qu'on fasse une émission à l'occasion dédiée au métavers, et puis on essaiera, Sébastien, je te demanderai peut-être des contacts alors sur le sujet. Je pense qu'il y a des personnes qui seraient
hyper passionnante d'avoir, en tout cas sur une prochaine émission. Sébastien, on te dit adios, on te dit bye bye du coup pour Ouais. l'émission. Je sais que tu devais y aller. Merci C'était à top. vous. Merci À la d'être prochaine. venu nous faire À un la coucou. prochaine. Et à une prochaine. À plus Sébastien. Bye. Bye. Ciao. Salut. Et puis on reste avec les autres encore pour une petite quinzaine de minutes. Tiens, Dimitri, je vois que tu es de retour, je te remets ici. Et puis on va enchaîner un petit peu sur les sujets. Est-ce qu'il y avait des choses que vous vouliez rajouter sur cette notion de métavers? On enchaîne, je lance un autre sujet. Sur le métavers, pas forcément, mais par rapport à ce qui a été dit précédemment. Alors juste, excuse-moi si ma caméra se mettait noire, c'est parce que je suis sur mon téléphone et parfois je reçois des notifications. Et du coup, visiblement, si je souci. quitte la page, ça met l'écran noir, mais je vous écoute toujours. Juste par rapport à ce qui a été dit précédemment, je pense que au niveau du terme NFT, en fait, qui dans un cas peut être encensé et dans l'autre cas diabolisé, je pense qu'en fait, il y a une façon assez facile d'opérer une distinction, et ça a été encore une fois, je pense, le choix de Billy par rapport à ça, une différence entre justement les bons projets et les, entre guillemets, mauvais projets par rapport à la problématique qu'on a amenée tout à l'heure, c'est voir, essayer de capter justement ces projets dont la valeur repose simplement sur le fait de, un peu comme une sorte de name dropping, de il y a NFT dans notre truc et tout tourne autour de ça, et les projets à véritablement forte valeur ajoutée, dont ils n'ont même pas besoin de mentionner NFT, comme à l'époque, dans les années 2000, on pouvait ajouter simplement .com, ou au début de la révolution blockchain, rajouter blockchain, comme par exemple Kodak a essayé de le faire, alors qu'au final, la valeur intrinsèque était très peu de choses, pour ne pas dire rien du tout. Donc je pense, et je comprends aujourd'hui la volonté de certains acteurs de dire, voilà, nous on est sûr de ce qu'on propose, on n'a même pas besoin de mettre blockchain ou NFT ou quoi que ce soit, parce que en fait on est sûr de ce qu'on propose, il y a une véritable valeur, et les gens, bah, s'ils captent pas ce nom-là, ils auront quand même la valeur, et on n'a pas besoin de ça pour qu'on parle de nous, et au contraire, ce qu'on entend le plus par rapport à ça, d'où la diabolisation du terme, c'est justement ceux dont ils basent l'essentiel de leur communication, de leur marketing Ouais. et même de leur projet sur un simple nom. Donc moi aujourd'hui j'ai un média comme je l'ai dit, j'ai pas de projet, mais si je devais pousser un projet blockchain, NFT, etc., je pense que je serais partisan de ce choix-là en disant voilà, on va même pas parler de NFT en fait, on va simplement faire le truc. Et si notre projet a une valeur intrinsèque, les gens l'auront. Il n'y a pas besoin de leur asséner NFT, blockchain toute la journée. C'est exactement ça, un projet merdique reste un projet merdique, qu'ils utilisent ou pas NFT. Et après, effectivement, je pense libre à chacun. Alors, c'est un débat qui est super intéressant, mais libre au projet, justement, de choisir la nomenclature qu'ils voudront mettre en avant. Et s'ils souhaitent mettre en avant cette techno, si c'est un intérêt de la mettre en avant ou pas. Mais c'est surtout que ça dépend de quoi. En fait, si c'est du marketing pour un consommateur final, moi, je comprends très très bien le fait de ne pas utiliser le mot NFT. Ça, je valide. Mais après, aujourd'hui, on est dans un tout petit milieu. On n'a pas forcément non plus énormément de consommateurs, voilà, d'utilisateurs, etc. Et donc, entre nous ou sur nos communications pour essayer d'attirer des gens à venir vers nous, moi, je trouve que là, on doit encore utiliser, c'est mon avis, hein, ce mot-là, parce que c'est comme ça qu'on vérifie si les gens passent la barrière, vont aller plus loin que les préjugés et sont valides, en quelque sorte, pour moi, pour venir construire des folies, quoi. Et donc, c'est ça la nuance, en fait, François. Je comprends très, très bien et je suis d'accord avec vous sur le fait Non, mais que... en fait c'est très simple, hein. Moi, je crois simplement qu'il y a des topologies de projets où ça a un sens et d'autres topologies de projets où il vaut mieux ne pas. Et ça n'a rien à voir avec le NFT. Dans les autres topologies de projets, ils s'en contrefichent d'entendre une terminologie technique parce que c'est pas pour ça qu'ils sont venus vous voir. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il y a les deux types de projets, effectivement. Ouais, puis moi, Super je pars aussi intéressant du comme principe. débat. Ouais, moi, je Vas-y, pars Laurent, aussi je du t'en prie. principe qu'on a quand même aussi un rôle d'acculturation, c'est-à-dire que l'objectif pour nous, par exemple, moi, avec la plateforme Codec Online, où on a à peu près 11 000 abonnés qui sont certainement pas des fans des technologies Web3, eh bien, l'objectif aussi, c'est de petit à petit de les amener, de leur expliquer un petit peu ce que c'est que ces technologies, leur faire voir et voir un peu comment on peut faire des passerelles entre, par exemple, une plateforme de collection d'objets classiques et effectivement le NFT. Donc, je pense qu'on a aussi ce rôle-là, c'est-à-dire juste dire, ben non, regardez-nous, on sait ce que c'est que le NFT, mais regardez-nous de loin. Je pense que ça ne va pas dans le bon sens, effectivement, d'une adoption de ce type de technologie par le grand public. Mais après, c'est ma vision.
Bon, je me rends compte qu'on aurait pu faire presque une émission de 4 heures, mais là, on va devoir bientôt couper. Je vous propose peut-être une dernière. Alors, c'est une tentative. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si vous avez allez avoir des choses à partager là-dessus. Mais je vous propose peut-être un tour de table sur des cas d'usage ou des projets qui vous ont plu dernièrement et que vous voudrez parler, voilà, qui mettent évidemment en avant le Web3 et des NFT. Est-ce qu'il y a un projet ou un cas d'usage qui vous a marqué là dernièrement? J'avais prévu, je vois dans le chat, est-ce qu'on parle du flop de Porsche? J'avais prévu une rubrique d'actualité et je comptais en parler, mais bon, vu que on a eu pas mal de sujets intéressants et donc c'est aussi nouveau pour moi. J'espère que j'ai été un bon maître de cérémonie pour cette première émission. Mais Très bien. voilà, c'est dur de calibrer et puis bon, on refera de toute façon d'autres émissions. Est-ce qu'il y a des projets dont vous voulez parler ou des cas d'usage qui vous intéressent? Juste petite parenthèse, effectivement, moi je suis assez admiratif de ce qui se passe avec le projet Ariani, parce qu'ils ont pris une problématique métier, j'ai envie de dire terrain, qui est effectivement de. Alors c'est du marketing, alors je sais, c'est pas mon word, je sais pas bien utiliser les mots pour, mais effectivement pour utiliser, j'ai envie de dire leur écosystème et donner envie dans le monde du luxe, de s'y impliquer, valoriser les gens, etc. Et véritablement utiliser cette technologie pour une vraie valeur ajoutée, je trouve que c'est malin ce qu'ils font, parce qu'ils y mêlent effectivement des sujets qui permettent de valoriser un petit peu les gens, mais également ils ajoutent l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que ces NFT deviennent un moyen technique d'obtenir par exemple un discount, ce genre de choses. Enfin, sauf erreur, hein. Je ne suis pas ultra familier, mais j'avais entendu une présentation et je trouvais que ça c'était très malin. C'était être à l'écoute de besoins terrain. Alors effectivement, pour revenir un petit peu sur les NFT, pas NFT, terminologie, pour moi ça dépend effectivement complètement de la cible. Et là, par exemple, dans ce cas-là, ils ont deux cibles. Ils ont l'utilisateur final et ils ont les enseignes. Les enseignes, elles, ce qui les intéresse, c'est augmenter leur aura et augmenter leur aura, faire que des gens veulent en faire partie et également fidéliser les gens peut-être avec du discount. Et de l'autre côté, ça intéresse les utilisateurs pour les deux, à la fois pour le côté NFT et à la fois parce qu'ils ont un intérêt pratique. Je trouve ça très bien. Après, il y a d'autres sujets, moi, qui évidemment sur lesquels je parlais volontiers, mais ce sont des projets sur lesquels on travaille, permettant justement par exemple, côté titre financier, d'avoir des avantages particuliers quand on possède telle chose plutôt que telle autre, plutôt que telle autre part, par exemple, bénéficier d'avantages financiers supplémentaires quand on possède tel ou tel. Mais bon, je m'arrête là, c'est moins des sujets que... Très, très intéressant. Avantages financiers ou autres, hein. D'ailleurs, je pense qu'il y a posséder des parts d'entreprise, ça peut être intéressant, par exemple, pour avoir, je sais pas, une réduction, que ça donne lieu à une réduction au sein de cette entreprise, ou que ça serve aussi de ticket pour l'accès à des événements organisés par ces entreprises-là. Il y a vraiment, je pense, des choses. Et juste, petite parenthèse que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas maintenant, ou quasiment pas, mais ça arrive très vite, et ça, je crois que ça va véritablement exploser, le fait d'utiliser ce genre de technologie par les particuliers et les entreprises, mais par les particuliers pour pouvoir s'en servir de collatéral sur les plateformes défis pour obtenir des prêts. Ça, je pense, certes, c'est pas tout de suite, mais je pense que ça va arriver vite et que ça va exploser. C'est une belle prédiction. François, on repasse dans un an pour vérifier si tu avais raison ou pas. Est-ce que vous voulez partager une autre boîte, un autre projet ou un cas d'usage qui vous a plu, les autres? Agathe, non, tu avais un... Si, justement, moi là, je suis à fond sur plusieurs sujets. Donc, il y a le ticketing avec Billy qui est top, je trouve, où il y a quelqu'un qui posait une question sur les POAP. Donc, l'idée, c'est d'ensuite de pouvoir continuer de communiquer avec la personne, etc. Et je pense que les plateformes les nouveaux réseaux sociaux aussi, vont avoir des utilisations des NFT insoupçonnées jusqu'à maintenant. Et en fait, juste pour lancer un petit message, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment les usages qu'on en fait là tout de suite, parce que j'ai l'impression parfois qu'on essaye de reproduire des choses qui
qui existent déjà et de les digitaliser. Ce qui est cool, ce qui est une très très bonne façon de faire parce qu'on va vers la digitalisation. Mais je pense qu'il y a encore plein de choses inexplorées et on l'a pas mal dit aujourd'hui. Et moi, je serais d'avis d'aller faire un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que d'arrêter d'utiliser ce truc d'utilisation concrète de NFT et de se laisser le droit de brainstormer, quoi, et de tester des trucs complètement loufoques qui intéressent peut-être 5 personnes dans le monde, quitte à galérer à lever des fonds et ce genre de choses. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à vraiment miser sur l'innovation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur une stratégie Ocean Blue. On s'en rend pas compte parce qu'on a l'impression qu'on a beaucoup de concurrents. Mais en fait, on se connaît tous. À partir du moment où tu connais quasiment tous tes concurrents, que tu peux les lister et faire une base de données avec, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de concurrents, quoi. Et donc, en fait, les meilleures stratégies seront celles qui vont aller chercher des trucs qui sont complètement incongrus, comme les Japonais ont décidé de mettre un appareil photo dans un téléphone, quoi. On ne se rend pas compte qu'à l'époque, c'était une idée complètement débile. Vraiment. Ah non, mais l'innovation Et vient aussi c'est souvent de là qu'il faut fusionner aller des trucs qui ne vont pas forcément ensemble. François, Ouais. juste, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, il y a un projet qui pour moi mérite vraiment d'être qu'on en parle, c'est le projet Metacard, qui est basé sur Oui. un concept que je trouve absolument génial. C'est l'idée de dire on va avoir des représentations digitales, que ce soit des NFT, d'autres choses, mais ok, et on va pouvoir les transmettre à quelqu'un d'autre de manière digitale. Ça devient un cadeau. Ça aussi, je pense que, ça existe aujourd'hui, mais je pense que ce cas d'usage va exploser parce qu'il est applicable à tellement de choses. Chaque fois, au jour d'aujourd'hui, pour reprendre ce que dit Agathe sur le fait de retranscrire des cas d'usage qui existent aujourd'hui. Alors, dans le cas de Metacard, ça va un petit peu plus loin, puisque au jour d'aujourd'hui, le don, effectivement, existe. Mais le don, il est à Noël, je vais donner des cadeaux, je vais donner la grand-mère qui veut offrir même à ses petits-enfants un placement ou que sais-je, etc. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas très sexy, ça fait pas très cadeau, alors que finalement, on peut faire la même chose qu'aujourd'hui, ou beaucoup mieux, parce qu'également on va pouvoir transmettre des choses digitales qui vont avoir des propriétés, parce que justement ça offre un discount, parce que c'est un skin d'un jeu, parce que c'est etc. On le transfère et je trouve l'idée absolument géniale. On passe le bonjour du coup à la team Metacard et Kader. Je ne sais pas s'il y en a qui sont avec nous aujourd'hui, mais je pense qu'ils nous regarderont en replay dans tous les cas. Bon, cool. Est-ce qu'il y a un dernier projet que vous voulez partager ou un dernier cas d'usage des NFT, tout simplement, que vous voulez partager pour un petit mot de la fin? Moi, pour le petit mot de la fin, moi, ce n'est pas vraiment un cas d'usage, ça va être plutôt la convention du cas d'usage. C'est-à-dire que nous, le 13 avril, sur l'île, on va avoir cette première convention où justement l'objectif, ça va être de démontrer au grand public un petit peu tous les cas d'usage des technologies Web3. Et donc l'idée, c'est qu'en ouvrant au grand public, en ouvrant aux sociétés qui n'ont même pas encore mis le doigt dans le Web3, c'est de leur faire découvrir un petit peu tout ça, que ça n'est pas de la science-fiction, que ça n'est pas que du scam, ça n'est pas que du bear market ou autre, tout ce qu'on entend entre guillemets dans les grands médias, mais leur faire voir un petit peu que aujourd'hui, ce sont des technologies qui existent déjà, que l'on peut utiliser dans son quotidien. Et nous, on va essayer de faire effectivement une convention, comme je le dis toujours, fait par des acteurs du Web3 pour des acteurs du Web3, mais on va surtout aller voir nos clients, on va aller voir le grand public et on va essayer effectivement de faire en sorte que tout ça rentre petit à petit dans notre quotidien. Donc voilà, donc tous ceux qui seront sur l'île ou qui veulent venir sur l'île, c'est le 13 avril. Et comme disait Cyprien tout à l'heure en entrée, ici, nous, il n'y a pas de bullshit. L'entrée pour les visiteurs, c'est gratos. Bon, c'est super cool. On y sera évidemment. C'est quoi d'ailleurs le mieux pour se tenir informé, s'inscrire?
Là, pour l'instant, il y a déjà le site web3lille.com où vous pouvez aller chercher de l'information. Il y a aussi sur les réseaux sociaux, moi je suis assez actif sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à me demander en relation et je vous envoie toute la documentation. Après, il y a pas mal aussi de groupes, dont le tien, Cyprien. Il y a d'autres groupes qui existent un petit peu où on commence à diffuser énormément d'informations. L'idée, c'est de faire en sorte que même avec des petits budgets, on puisse être présent, que ce soit en termes de stand, en termes de conférences. L'idée, c'est qu'on va aussi ouvrir des conférences privées où chaque société va pouvoir présenter, pitcher son entreprise, son projet auprès de tout un ensemble effectivement de visiteurs et pouvoir repartir avec les listes des gens qui auront assisté à leur conférence. Donc, il y a tout l'intérêt à ce que la communauté soit le plus présent. Voilà. Super, on y sera. Bon, merci à tous d'être venus. Merci à la fois dans le chat et bien sûr à nos invités. On a eu l'honneur de vous recevoir. C'était super cool et moi j'ai eu vraiment plaisir à ces discussions, ces débats. J'aurais aimé continuer, mais bon, il y a un timing à respecter. Mais t'as le digestif là, c'est ça? C'était entre la mousse au chocolat et le digestif. Donc du coup là, Écoute, moi je n'ai même pas mangé encore parce que j'étais sur un podcast ce matin. Donc là, j'avais le côté speaker ce matin et là j'ai le côté organisateur. Donc en tout cas, c'était cool de vous recevoir. Merci à tous ceux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin. Merci. Si vous avez des feedbacks, Merci.